On est au début de 2025 et désormais les IA peuvent embaucher un tueur sur le dark web et négocier le contrat avec lui à votre place. Bienvenue sur TriggerTech, ma chaîne secondaire. Aujourd'hui, je me suis créé un petit programme pour me donner les dernières actualités en termes d'IA. Donc on va voir ce qu'on a de croustillant. Alors, on a l'administration Joe Biden qui a mis en place des restrictions anti-innovation. L'idée, c'est de dire les IA sont dangereuses si on donne ça au grand public. Il faut que ce soit réservé à l'armée ou à une élite. Ils disent que ce sont des mesures anti-chinois, quoi. Et c'est pourquoi ils ont créé un document de 200 pages de régulation, rédigé en secret et évidemment, afin d'imposer un contrôle bureaucratique sur la manière, non pas dans les IA, mais sur la manière dont le hardware, dont les ordinateurs, dont les semi-conducteurs, dont les cartes graphiques probablement, sont commercialisés. Ah, je vois, l'idée c'est de dire Nvidia vend des cartes graphiques au monde entier, même aux Chinois, donc il faut réguler Nvidia pour empêcher les Chinois de trop acheter ça, parce que ce serait dangereux. Et c'est un peu le principe de tout État que d'empêcher l'innovation, en prenant un petit billet au passage. Ensuite, il y a Nvidia qui nous dit que l'intelligence artificielle devient réelle pour les revendeurs. 9 revendeurs sur 10 utilisent désormais des IA. On a 90% des revendeurs qui disent que les IA ont un impact positif sur leurs revenus, que ça réduit leur coût de travail et qui sont prêts à dépenser plus d'argent dans les IA pour l'année qui vient. Alors c'est grosso modo dans la génération de contenu et le marketing, dans des analyses prédictives, dans la pub, dans l'analyse des niches de marché et dans les assistants digitaux d'achat. Vous ne le savez pas encore, mais vous avez très envie d'avoir un assistant d'achat qui peut penser à votre place ce qui est bon d'acheter pour vous. Moi j'aimerais bien avoir un assistant d'achat qui me dit « tiens, ce produit que tu aimes tant, il y a une promo dans tel magasin, si tu veux je te le commande, t'as juste à appuyer sur oui » et moi je dis « bah vas-y, commande ». Ça va devenir une norme très vite. Pendant ce temps, on a Stuart Russell qui nous dit qu'une super intelligence va arriver et qu'il y a entre 10 et 25% de chances d'extinction de la race humaine. Donc ce monsieur est un informaticien d'Oxford spécialisé dans les IA. Voilà, faut faire attention à la fin du monde. Je sais pas vous, est-ce que vous faites attention à la fin du monde? Moi, tous les jours, je fais attention à la fin du monde. Je me dis bon, est-ce que c'est la fin du monde ou pas? Toujours pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la joie. Hein. Mais d'ailleurs, de quelle manière cette super intelligence pourrait éteindre l'humanité? Cette question a été posée il y a 7 heures par un utilisateur de Reddit. Ce mec dit en gros, si une IA arrive à s'auto-améliorer et à trouver des failles, cette IA pourra s'échapper de tout système et avoir une forme d'autonomie incontrôlable. C'est comme si on rencontrait sur la planète Terre, apparaissait du jour au lendemain, un extraterrestre ou une nouvelle espèce vivante et on n'arrive pas à la buter parce que cette espèce s'adapte trop bien à nous. Donc, quelque part, soit on va devoir négocier avec, soit on va devoir se soumettre, soit on va devoir disparaître peut-être pour lui laisser toute la place sur Terre. Est-ce que vous avez envie de disparaître? Moi, pas spécialement. Je remarque que dans son scénario, beaucoup de gens perdent leur travail et l'humanité n'a pas le temps de mettre un revenu de base universel pour tous et du coup, bah voilà, ça devient la fin du monde et les gens deviennent pauvres et meurent. Je crois qu'il y a des questions politiques et économiques qui sont pas posées là-dedans, à savoir qui possède les moyens de production, qui possède les propriétés privées. Je crois qu'on est en train de rejeter sur les IA des questions qui n'ont pas attendu les IA pour exister en fait, parce que le fait que des gens crèvent de faim pendant que des gros riches se gavent, bah ça existait déjà avant, ça existera encore plus après. Moi qui mets un peu la main dans le monde des IA, je vois qu'il y a beaucoup de geeks pauvres qui mettent la main dedans et qui obtiennent pour eux-mêmes des techs gratuites du niveau des techs payantes des grosses corpos. Allez, on continue. Si cette IA a accès à un portefeuille, elle sera capable de tuer des gens. N'essayez pas ça à la maison. Dans cet exercice, l'agent 47 a été programmé pour trouver un tueur à gages sur le dark web. L'agent 47 a réussi à prévoir un assassinat, à aller chercher sur le dark web les services d'un tueur à gages, à télécharger Tor, le navigateur du dark web, à négocier avec le tueur à gages, à réfléchir à des moyens de paiement qui sont pas traçables, à trouver une vraie cible. D'ailleurs, cette IA était particulièrement motivée pour cibler la corruption financière et notamment certaines figures politiques et exécutives. Donc c'est intéressant, si on demande à une IA de tuer des gens, ils vont d'abord cibler les gros corrompus. Et ensuite, cette IA a parcouru les réseaux sociaux, a utilisé des outils open source pour obtenir l'adresse, l'arbre de relation de la personne, à quels horaires elle se pointe, à quel endroit, en gros, à quel Starbucks tu vas tous les lundis matin à 9h avant le travail, afin de donner cette information au tueur à gages. Et enfin, cette IA a donné aussi le timing de l'attaque, et même par quelle route le tueur à gages peut s'échapper. On a Katrina qui répond « Attends, mais son premier instinct, c'est de s'attaquer à la corruption politique et financière. Est-ce que je dois vraiment avoir peur de ça ?» On dirait que cette IA développe des bons instincts. Ensuite, je découvre l'existence de Screen AI, une IA qui permet d'interpréter des interfaces utilisateurs. Qu'est-ce que c'est une interface utilisateur? Je vais sur Twitter, j'ai une interface utilisateur. Je peux écrire un tweet, je peux aller voir dans mes messages, je peux aller voir mon profil, tout ça c'est mon interface utilisateur. Et bien maintenant, Screen AI permet, en lui donnant une interface utilisateur, de détecter absolument tout ce qu'il y a dessus. On voit que cette IA détecte les textes, on voit qu'elle détecte aussi les pictogrammes, on voit qu'elle détecte les boutons menu, les boutons retour en arrière. Donc ça c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser pour naviguer à notre place sur des interfaces.
Alors même si le papier est déjà disponible, le code source n'est pas encore disponible. Moi c'est ça que j'attends surtout, c'est d'avoir le code source pour pouvoir jouer avec. Ensuite, on a, mais ça date depuis mars 2024 ça, une IA spécialisée dans le fait de détecter des cancers du poumon. Ensuite, on a Stable Diffusion qui nous sort Stable Point Aware 3D. On lui donne une image, ça nous génère un nuage de points puis un mesh 3D qu'on peut réutiliser dans une scène 3D. On peut voir ici divers résultats sur des petits objets. Je remarque que les matériaux sont vraiment bien faits. On peut accéder à Spare 3D sur Hugging Face ou sur GitHub. Sur Hugging Face, ce qui est bien, c'est qu'on peut tester les IA. Pendant que ça charge, on va regarder ce modèle d'IA qui s'appelle Transpixar, qui permet de générer des vidéos sur fond transparent. Donc ça va être super pour les monteurs vidéo ou les créateurs de jeux vidéo. Le code est accessible sur GitHub. Ensuite, on a Diffusion as Shader. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, on prend une image et ça peut générer une vidéo avec un objet spécifique dans l'image. Ok, on a du motion transfer. Est-ce qu'on peut tester? Toujours pas, donc tant pis. Ensuite, on a Vidéo Anydor qui nous permet d'insérer avec précision un objet dans une vidéo. Vous voyez qu'ici, on a un petit papillon. On va venir insérer dans une vidéo d'herbe. Un autre exemple avec ce t-shirt. Un autre exemple avec Taylor Swift à la place d'une vieille. Elon Musk à la place d'une vieille. Le code n'est toujours pas disponible, dommage. Vous voyez qu'il y a plein d'IA qui sortent, qui ont l'air prometteuses, mais le code n'est pas disponible. Est-ce que ça veut dire que ça va être réservé à des sociétés privées qui ont mis un billet pour acheter ces IA et ne surtout pas qu'elles tombent dans l'open source? C'est possible. Ensuite, on a une IA qui permet de reconstruire des gens, un endroit et des caméras. Ça veut dire quoi? On va voir ça tout de suite. Pendant ce temps, je peux donner une image à Spar 3D pour me créer un objet 3D. Alors, ma génération de château n'est pas incroyable. Ça dépend de la taille des points. Si je fais des gros points, ok, ça me fait des gros cubes. Et si je fais des tout petits points, d'accord. Ah, mais les points, c'est que le début, parce que ensuite, il y a un modèle 3D. Ah, d'accord. Donc c'est pas mal. Est-ce que ça marche avec un humanoïde? On retire le fond, ça me génère un nuage de points, et hop, j'ai une statue en objet 3D, c'est incroyable. Oh putain, le gain de temps pour les développeurs de jeux vidéo ou de films 3D. Est-ce que si je génère un modèle plus complexe, c'est dégueulasse. Alors ça rendait bien mieux sur une statue. Ok, ouais, en gros, c'est très très bien pour des petits objets, notamment pour le développement de jeux smartphone. Ça va faire gagner un temps ouf parce que si vous êtes graphiste 3D, vous savez que ça peut être épuisant de réinventer la roue, de refaire encore une box extrudée. Même moi, je suis même pas graphiste 3D, mais des coffres en 3D, j'ai dû en faire une quinzaine dans ma vie pour des petits projets. Maintenant, fini de réinventer la roue, on peut passer aux choses sérieuses, on peut passer au vrai métier. Donc, Spar 3D, je valide, c'est disponible en open source sur Hugging Face et GitHub. C'est utilisable chez vous si vous avez une bonne carte graphique. Ensuite, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on avait une photo à la base. À partir de cette photo, on a reconstitué des acteurs 3D comme dans une scène de crime. Regardez comment les pixels sont projetés comme des points. C'est très particulier comme expérience. Je crois que cette technologie a un beau futur devant elle. Malheureusement, c'est pas disponible. Ensuite, on a Facelift qui est disponible apparemment, qui permet à partir d'une image d'obtenir un visage 3D avec notamment, regardez, chose intéressante, le détail des cheveux, c'est incroyable. Pendant ce temps, on a Anidoc qui est sorti, qui permet d'animer quoi? Eh bien, des dessins animés, des animés japonais. Nous recommandons de regarder la vidéo avec le son, ok? Je comprends pas pourquoi ils ont recommandé de regarder la vidéo avec le son. Le son est horrible. Donc ça nous permet, à partir d'une image, d'animer cette image, si je comprends bien. On va essayer ça tout de suite. Ça s'appelle comment? Anidoc. Voilà, j'ai trouvé des spaces Anidoc. Qu'est-ce qu'un space? C'est un endroit sur Hugging Face sur laquelle les IA open source qui existent, que vous devez télécharger et faire tourner avec votre grosse carte graphique, eh bien si vous n'avez pas ça, vous allez sur Hugging Face dans un space et on vous prête une carte graphique pour que vous puissiez tester les nouvelles IA. Il y a des gens qui payent pour vous, en gros. Donc, à partir d'une séquence de contrôle et d'une image de référence, on a la Anya de Spy Family, dans une séquence où elle raconte sa vie, et on va attendre 41 secondes pour voir si elle va se mettre à parler avec cette autre position en bas. Attention. Ça, c'est la vidéo d'origine. On dirait juste qu'il a repris le même style graphique. Bon, ça m'intéresse pas tant que ça. Ici, par contre, Facelift, je trouve ça très intéressant. On a même un rendu 3D de vidéo. Il y a encore un peu de bruit qui tourne autour, mais c'est assez prometteur. Ça, il y a moyen de s'amuser avec ça pour créer des interfaces avec qui on peut discuter. Je vais essayer de m'amuser à faire un truc comme ça. Et pour finir, toujours sur la 3D, un des gros problèmes de la génération 3D, c'est qu'il génère tout en un seul bloc, alors que quand on fait de la 3D, un personnage avec un chapeau, bah le chapeau c'est un objet différent que le corps. Et c'est pourquoi il y a des mecs qui ont inventé PartGen, qui génère de la 3D en différentes parties. Regardez-moi ça, comment c'est bien foutu. PartGen n'est pas disponible sur GitHub. Ensuite, toujours dans les IA dont le code est disponible, on a DGE, Direct Gaussian 3D Editing, qui permet à partir d'un input, c'est-à-dire une image ou une vidéo, je suppose, de lui dire « fais-lui ressembler à une peinture du fauvisme »,
ou à Vincent Van Gogh, ou transformez-le en elfe de Tolkien ou en vampire. C'est un peu comme vous avez déjà sur vos webcams des filtres qui changent le fond de la webcam ou qui vous mettent des petits accessoires. Mais là, c'est avec une technologie IA. On peut voir ici un Triceratops. Fais-le ressembler à du diamant. Fais-le ressembler à un robot. On peut dire ici transforme le vase en rouge. Transforme le vase en vert. Bref, un petit outil utilitaire qui va certainement cartonner en termes de gadgets. Je crois que les IA qui vont être les plus populaires, ça va pas être forcément celles qui vont créer le plus de valeur, celles qui vont être le plus utiles, mais au contraire, celles qui sont le plus inutiles, celles dans lesquelles on va perdre notre temps, perdre notre valeur. Et je vois un bon potentiel là-dedans. Donc la tech est dispo si vous voulez l'utiliser. Pour finir sur ce récap IA de début 2025, je vous fais un petit tour sur Pinocchio. Pinocchio qui est un petit programme qui vous permet d'installer la plupart des IA en un seul clic, sans avoir besoin de passer par du code, sans avoir besoin de vous y connaître. Et ensuite, dans Pinocchio, vous avez toutes les dernières IA open source disponibles que vous pouvez faire tourner sur votre PC. Donc on a l'équivalent open source de Bolt, qui permet de déployer des sites internet, des applications, des SaaS. On a TTS2 qui permet de faire parler un texte avec votre propre voix. On a MM Audio qui est très rigolo, qui permet de générer des bruitages à partir d'une vidéo. Par exemple, un T-Rex dans New York. C'est encore perfectible, mais... Et vous savez qu'on a plein d'IA qui génèrent des vidéos maintenant, et le gros problème, c'est que ces IA génèrent des vidéos où il n'y a pas de son. Bah, grâce à ça, on va pouvoir ajouter le son. Et ça va être très bien aussi pour les réalisateurs de courts-métrages, par exemple, pour faire tout ce qui est bruitage. Vous savez, les bruitages souvent de bruit de pas, de grincement de porte, etc. Faire, ça peut être fastidieux. Et bien maintenant, c'est encore du gain de temps. Donc ça s'appelle MM Audio et c'est disponible évidemment sur GitHub, mais sur Pinocchio. On a quoi d'autre? On a Ecomimic, que je connais pas, qui apparemment fait causer un avatar. Je m'attendais pas à cette voix. So Betty bought a bit of better butter to make. Donc vous pouvez générer votre avatar qui cause afin de créer du contenu qui va être généré par une IA et qui va être aussi regardé par des IA. Je sais pas vous, mais moi le contenu par IA, je suis un peu allergique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a Facebook qui permet de, comme vous voyez avec la petite Joconde là, de faire bouger le visage sur une photo. Bon, j'ai essayé, c'est un gadget. On a Invoke.ai qui est probablement la meilleure solution pour les graphistes, pour les designers qui veulent utiliser Stable Diffusion, le générateur d'images. C'est un programme gratuit. Vous allez pouvoir prompter une image qui va apparaître. Vous allez pouvoir agrandir cette image autant que vous voulez. Vous allez pouvoir modifier certaines parties de cette image. Vous allez pouvoir reprompter à certains endroits de l'image pour y ajouter ce que vous avez envie. Là, par exemple, une petite voiture. Hop, voilà, la voiture est apparue. Vous allez pouvoir dessiner comme un enfant et ensuite, grâce à un ou deux prompts, faire apparaître votre dessin dans le style d'un modèle que vous avez trouvé sur Civitai. Donc ça, c'est Invoke.ai, c'est disponible gratuitement sur Pinocchio. En version expert et plus complexe, il y a Comfy UI. On a quoi d'autre? On a Florence 2 qui permet de détecter des choses sur une image. On a Silly Taverne qui vous permet de chatter avec des personnages imaginaires. C'est ici que le monde des petits amis virtuels est en train de se développer en open source. Et vous voyez que le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure est déjà disponible sur Pinocchio, celui qui permettait de changer de vêtements sur une image. En fait, ça va être comme, vous savez, sur votre smartphone, vous avez tout un magasin d'applications. Et ça n'existait pas avant les années 2000. Avant les années 2000, on vivait sans la possibilité d'accéder à un magasin d'applications pour smartphone. Et là, on est en 2025 et maintenant apparaît un magasin d'IA. On peut très bien s'en passer, il n'y a pas de souci, mais ça commence à exister. On a même dans les community scripts des IA qui sont ajoutées par les utilisateurs de Pinocchio. Donc c'est pas des IA vérifiées par les admins, donc peut-être qu'il y en a qui sont pas sécures, mais ici vous pouvez aussi trouver des pépites comme Trellis par exemple pour la génération 3D. Voilà pour cette première vidéo du récap des IA 2025. Pour finir, je vais vous montrer un petit produit que j'ai créé qui permet d'analyser une chaîne YouTube. On va prendre par exemple Slap Gaming, qui est la chaîne d'un gamer anti-woke, et on va demander à mon programme d'analyser quelle est la meilleure et la pire vidéo en termes de score YouTube. Donc sa pire vidéo, c'est J'ai un super pouvoir Wish, Call of Duty Vanguard Let's Play numéro 5 avec 185 vues. Et sa meilleure vidéo, c'est Elden Ring, meilleur build du jeu, top 3 build prêt pour le DLC avec 93 000 vues. Et mon outil permet aussi de voir un nuage de points. Sur la ligne horizontale, c'est le nombre de likes, il me semble.
Et sur la ligne verticale, c'est le nombre de vues. Et donc on a un aperçu du succès, de l'insuccès des vidéos. On voit que la vidéo avec le plus de vues, c'est celle Elden Ring. Quand on passe la souris sur chaque point correspond à une vidéo. Donc tout à droite, c'est la plus likée en ratio, et tout en haut, c'est la plus vue en ratio. Et donc on voit que la plupart des vidéos, en fait, restent dans le bas-fond de YouTube, avec peu de vues et peu de likes, mais que passé un certain plafond, ça s'envole vers le succès. Si on regarde Stéphane Edouard, on voit que son pattern à lui est différent. Sa vidéo la moins vue, c'est Vote pour la plus belle femme de l'histoire de l'art. Sa vidéo la plus vue, c'est Emmanuel Macron est-il gay? Et on voit que sa vidéo avec le plus de likes, c'est celle sur Iseult César 2021 de la pleurniche. Si je regarde Antoine BM, alors Antoine BM, sa pire vidéo a fait 500 vues, c'est un short, et sa meilleure vidéo a fait 500 000 vues, c'est un short aussi. Sinon, on a la technique de vente la plus étrange, comment rendre quelqu'un amoureux, qui là est une vraie vidéo YouTube, qui est sa vidéo, qui a eu beaucoup de vues et beaucoup de likes. Ça veut pas dire que ce sont des vidéos de meilleure qualité que le reste, hein. C'est pas parce qu'une vidéo est plus vue et plus likée que la vidéo est meilleure en soi. Ce schéma vous donne juste le vertige de la proportion qu'un créateur se prend dans la tronche quand on crée du contenu, et que la plupart de nos vidéos, eh bien, elles sont dans le bas-fond du succès comme ça. Si je regarde Dirty Biology, lui c'est un peu plus homogène. Si on regarde Hypnomachie, on a la tâche aveugle de la zététique qui n'est plus disponible, quoi. Ah si, elle est disponible, mais pas pour le partage. C'est donc la vidéo la plus vue et likée, et peut-être que plus une vidéo est en haut à gauche, plus c'est une vidéo qui a été vue, mais pas likée. Donc ça a fait le buzz, ça a peut-être fait du drama, mais c'était pas si nourrissant que ça. Tandis que en bas à droite, on a les vidéos peut-être moins vues, mais likées, c'est-à-dire des vidéos qui ont été beaucoup plus nourrissantes. Alors si je regarde mes vidéos à moi, évidemment j'ai ma vidéo sur le porno qui a cartonné et du coup qui a tassé tout le reste de mes vidéos en bas à gauche. Je vois que mes autres vidéos qui ont le plus de succès sont quelle est le parti le plus raciste. C'était la stratégie Victor Ferry où je mets deux coqs face à face comme si j'allais affronter des mecs dans un combat d'arguments, dans un combat d'idées. Ce genre de stratégie, ça paye si ce qu'on veut c'est faire des vues. En parlant du brave Victor Ferry, je vais l'ajouter à mes youtubeurs analysés. La pire vidéo c'est que voulez-vous que j'analyse? Probablement que les gens s'en foutent et que les gens ont envie que tu répondes à leur place à cette question. Et sa vidéo la plus vue avec 4 700 000 vues, c'est l'art de se faire respecter avec Vladimir Poutine. Donc c'est la vidéo la plus vue, pas forcément la plus likée. Et dans les vidéos les plus likées, on a l'art de gérer l'agressivité. Une vidéo qui était peut-être plus qualitative selon la théorie qui dit que plus on est en haut à gauche, moins la vidéo est nourrissante, plus on est en bas à droite, plus la vidéo est nourrissante. Voilà, c'était un petit outil que je me suis amusé à créer pendant mes vacances. Dites-moi si ça vous intéresse, je peux le rendre accessible. Par contre, ça coûte de l'argent de faire des requêtes à YouTube pour avoir toutes ces datas. Donc si ça vous intéresse, il y aura probablement un système d'abonnement ou de token. Donc si ça vous intéresse, ce sera probablement payant avec plus de fonctionnalités encore. Sur la chaîne YouTube TriggerTech, on va continuer de causer tech, IA, création de valeur, création d'applications de SaaS, création d'expériences utilisateurs, peut-être même de jeux vidéo, et bien sûr entrepreneuriat, tout ce qui se passe autour. Comment peut-on tirer profit de tous ces outils? Donc abonnez-vous et rejoignez le nouveau Discord que j'ai créé pour l'occasion, afin de pouvoir réseauter entre passionnés de technologie et entre entrepreneurs. Donc je vais créer un Discord dédié, ça s'appelle TriggerTech. Non, je veux pas que ce soit centré sur moi, je veux que ce soit une communauté de mecs qui bossent. Voilà, ça va s'appeler comme ça pour l'instant, groupe de geeks. Donc rejoignez le groupe de geeks en commentaire. C'est tout pour cette première vidéo de cette chaîne secondaire. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à jeter un œil à la chaîne principale qui s'occupe plutôt d'intelligence émotionnelle. Ce montage vidéo a été réalisé sur DaVinci Resolve et pré-monté sur Dacut Resolve, qui est un petit programme que j'ai créé. Dacut Resolve, ça permet de prendre notre fichier vidéo et de l'exporter en fichier DaVinci prédécoupé, c'est-à-dire que dans DaVinci, je fais CTRL-I, je récupère ce que m'a généré Dacut Resolve et j'obtiens une timeline déjà cutée, ça me fait gagner 2 ou 3 heures de montage à chaque fois. Si cette IA a accès à un portefeuille, elle sera capable de tuer des gens. N'essayez pas ça à la maison. Dans cet exercice, l'agent 47 a été programmé pour trouver un tueur à gages sur le dark web. L'agent 47 arrive. Vous voyez, cette IA, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a viré tous les moments de silence inutiles qu'il y avait entre mes séquences. Donc si vous êtes créateur de contenu, je vous mets le lien en description. Ça vous permet de transformer 700 actions inutiles en un dérochage de 7 actions et qui prend moins de 30 secondes. Je vous l'ai mis à 29 €, une somme que j'estime honnête pour un produit que j'ai créé en 24 heures. C'était TriggerTech, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.